Bonjour, bonjour tout le monde. Vous êtes tous bienvenus. Gênez-vous pas si vous avez quoi que ce soit en cours d'enregistrement. Vous êtes tous bienvenus à écrire vos commentaires au fur et à mesure sur le chat. Je vais pouvoir relayer l'information en cours de route. Bienvenue à tous. C'est le troisième enregistrement qu'on va faire en rapport avec l'intégration émotionnelle. On est vraiment sur la base de l'intégration émotionnelle. Il existe beaucoup d'autres travails à faire, les 21 masses de Lego, etc., dans ceux qui veulent avancer plus profondément dans l'intégration émotionnelle. C'est vraiment une base que je voulais qu'il soit accessible au plus de personnes possible. À Cachataille, je te passe la parole. Merci. Je ne sais pas pour ceux qui étaient avec nous la semaine dernière ou si vous l'écoutez en rafale éventuellement, ou peut-être vous donner un peu de temps justement entre les différentes sessions pour vous permettre de justement vivre l'expérience puis voir un petit peu, à observer ce qui se passe pour vous. Donc, pour ceux qui étaient là, est-ce que c'est un peu plus facile de ressentir, d'intégrer la colère, de s'asseoir, d'être présent avec tout ça? Est-ce qu'on en est plus conscient des moments où on est en colère aussi? Peut-être que c'est votre réalité. Quelqu'un nous a indiqué dans la boîte de chat que, bon, ça se vit au quotidien, hein. Grâce à l'intégration, on arrive à calmer le moment présent, hein. Comme on avait parlé la semaine dernière, quand on intègre, on peut, hein, se libérer de l'emprise de l'émotion sur nous à ce moment même. Mais effectivement, ça demeure. Donc, on avait un petit peu touché l'idée euh, où une émotion, c'est un peu comme, on avait parlé peut-être à la première rencontre, où ça peut se créer une montagne chaque fois qu'on a réprimé la colère. euh, bon, c'est devenu une montagne de colère. Donc, quand on est déclenché, c'est plus que la colère liée au moment présent, mais de peut-être toutes les autres fois où on est en colère. Mais même si c'est seulement la colère de ce moment-ci, hein, reste que si, tant qu'on n'aura pas fait une intégration de plus grande profondeur, c'est-à-dire d'aller à la racine même, à la source de la souffrance, qui sont les attachements. On va les voir. Je ne sais pas si on va avoir la chance de les voir aujourd'hui, sinon ça va être à la prochaine rencontre. Donc, ça qu'on va terminer aujourd'hui avec, on va voir les grandes familles d'émotions, on va voir les dénis qui nous empêchent de ressentir les émotions et les attachements, ce qui nous permet vraiment de justement, pas juste se calmer sur le moment, mais quand on peut intégrer à la source même de la racine, ben, c'est que là, il y a plus de potentiel qui émerge, hein. Puis on va en reparler soit plus en fin de session aujourd'hui ou à la prochaine, évidemment, pour nous permettre de mieux justement aller au fond des choses, pour aller nous permettre que le potentiel n'émerge plus. Et donc, c'est normal ce que vous dites, en fait. On a tendance, ben, pas tendance, c'est tant qu'on est attaché à quelque chose, que ça peut être un attachement physique, émotionnel ou mental, ben, c'est certain que de libérer la charge émotionnelle qui est là ne va pas libérer l'expérience. Le potentiel est toujours en nous. Donc, la vie va constamment nous redéclencher pour revivre la même expérience qui, dans ce cas-ci, pourrait être de la colère, par exemple. On va regarder les trois grandes familles d'émotions. La colère, c'est davantage lié au poison, hein, de l'existence, la haine. Mais bon, la haine, c'est dans le spectrum intense de la colère. La colère, c'est une façon de résister. On disait, hein, que c'est une façon de résister à l'expérience de façon émotionnelle. Et c'est aussi une forme de paresse parce qu'on ne veut pas se voir. On avait vu ça, hein, on ne veut pas se regarder. Donc, de plus en plus, et moi aussi, j'évolue toujours pour vous dire, par exemple, que suite à la semaine dernière, j'ai vécu une colère récemment et j'étais beaucoup plus consciente parce qu'on patauge là-dedans, on en parle, on échange et tout ça. Et donc, pour moi, enseigner, c'est merveilleux parce que je suis toujours en train d'apprendre. Et ça m'a permis d'être encore plus consciente, justement, que j'étais en train de ne pas me regarder. En fait, la colère nous maintient dans l'événement, dans la situation, puis que l'autre a tort et qu'on a raison, et bon, et tout ça, hein, plutôt que de se regarder. Et là, je l'ai capté beaucoup plus rapidement que d'habitude. Donc, preuve que lorsqu'on revisite ces choses-là, quand on en parle, on est toujours en train d'élargir notre conscience. Donc,
Oui, plus consciente de ce qui se cache derrière, donc plus consciente de la colère, de ce qui se cache derrière, de notre mécanisme qui est là. Beaucoup mieux intégré. Les deux premiers cours ont vraiment fait une différence. Excellent, super. Euh, oui, la colère cache énormément, hein, les émotions. Alors, on va rentrer justement dans les trois grandes familles. Évidemment, il y a plein d'émotions qui nous sont présentées dans la vie, sur Internet, un peu partout. Ici, avec le modèle qu'on regarde, dans le Majria, on parle de trois grandes familles d'émotions dans lesquelles on peut hein, retrouver une multitude de choses qu'on peut ressentir en fait. Donc, si je vous demandais, et là, Mario, je vais te demander de jeter un coup d'œil sur la boîte de chat, s'il y a des gens qui veulent partager avec nous à quoi ça fait référence pour vous l'abandon. Hein, il y a l'abandon, il y a le rejet et la culpabilité qui sont les trois grandes familles. Alors, si on commence avec l'abandon, comment vous savez que vous ressentez de l'abandon? Hein? Quand on dit c'est quoi de l'abandon, ce n'est pas l'événement. Hein? Parce que souvent, on dit ben, l'abandon, c'est quelqu'un hein, qui est parti. Ben non, l'abandon, ce n'est pas quelqu'un qui est parti. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait ou que quelqu'un nous fait. Hein? C'est un sentiment, c'est une émotion. Donc, le sentiment, la sensation, l'émotion de l'abandon, hein, ressentir de l'abandon et non pas je me sens abandonné, parce que là, on présume qu'il y a une action qui vient de quelque part. Rappelez-vous, on ramène la responsabilisation de c'est moi qui ressens ça, je ressens de l'abandon. Alors, comment vous savez que vous ressentez de l'abandon? Ça goûte quoi? On a parlé de la saveur la dernière rencontre. Comment ça se manifeste en vous? Comment vous savez que ça goûte de l'abandon? Hein? On sait que c'est de l'abandon. Ouais, souvent, ce sentiment d'être seul, c'est souvent ce qui vient en premier. Hein? On a ce sentiment d'être seul, séparé, isolé. Effectivement, être seul ressort. Moi, de mon côté, je pourrais dire également le côté totalement, je suis porté à m'enfermer, je suis porté à me retrouver puis à fermer les portes. Ça, c'est la Ouais. réaction. OK? Ça, c'est la réaction. Il y a Là, aussi on fait perte, avec. dépression, solitude, plus envie de rien, qui est sorti Mhm. aussi sur le chat. Plongé dans Donc, un vide profond aussi. OK, parfait. Donc, voyez-vous, la sensation, c'est une chose. Maintenant, ce qu'on fait avec. Hein? On a dit à la première rencontre, si je me souviens bien, les émotions nous permettent de survivre. Hein. Ça fait partie de nos mécanismes de survie. La colère, c'est nous permettre de survivre parce que, bon, ça protège notre territoire, qu'on s'assure d'avoir un toit et de hein, garder notre nourriture pour survivre, hein, quand on le regarde d'un point de vue très biologique. L'abandon, hein, c'est la tristesse, en fait. Hein. On entend beaucoup plus souvent l'émotion de tristesse que l'émotion d'abandon. Nous, on la met dans cette catégorie de l'abandon. Donc, cette tristesse-là, euh, c'est vraiment lié à une perte. Hein. Il y a une perte qui est là. Et donc, naturellement, hein, l'émotion, c'est quelque chose, c'est une énergie qui nous pousse à l'action. La colère, c'est de réagir. La tristesse, comme Mario dit, c'est plus, on va se refermer. Imaginez à l'époque où des mammouths, hein, et qu'on partait à la chasse, les hommes, ou à la cueillette pour les femmes. Hein, c'était plus comme ça, en général. Euh, et imaginez qu'on part pour nos tâches, hein, puis là, on va s'exposer hein, aux prédateurs. Et la tristesse, c'est un vide, vous l'avez dit, hein, il y a un sentiment de vide, un sentiment d'impuissance. Et donc, ça vient avec une baisse d'énergie, hein, une baisse même de pression artérielle. Donc, on est beaucoup plus faible. Donc, le réflexe naturel de la tristesse, quand on est dans un deuil, quand on vit de la tristesse, parce que la tristesse, c'est rattaché à une perte quelconque. Quelque chose n'est plus là. Quelque chose qu'on voudrait que soit là n'est pas là. Alors, il y a un vide. Et quand on pense, par exemple, au deuil, hein, le deuil, on pense souvent quand quelqu'un est décédé, donc on vit un deuil. Alors, on a tendance à se refermer. Pourquoi on fait ça? Parce que, pensez à l'époque, hein, si on sortait hein, exposé aux prédateurs avec cette faiblesse, cette difficulté, on n'est pas pleinement optimal dans notre niveau d'énergie, donc on pourrait être facilement dévoré. Hein. Donc, une question de survie, c'est de se refermer sur soi pour se donner ce moment, cet espace pour pouvoir libérer, hein, faire le deuil.
prendre soin, hein, créer cet espace sécuritaire pour prendre soin de soi, de façon à libérer hein, cette peine, cette tristesse-là. Donc, c'est une réaction très, très naturelle. Bon, avant même de savoir ce qu'on fait avec, ben, puis il y a des gens qu'on a dit comme au début qui vont juste l'ignorer. Hein. Ça fait trop mal, c'est trop lourd, c'est trop difficile. Alors, on va peut-être soit se rationaliser, ben non, c'est pas si grave, ou on va juste fermer le corps, on va contracter le corps, on arrête de respirer. Hein. On est dans, on veut pas le voir. Hein. Et je vous raconte une histoire où, parce que l'abandon, c'est pas toujours évident. Hein. Euh, Ça va être beaucoup plus les sensations. C'est pour ça que je vous pose la question, que ça goûte quoi? Parce que souvent, j'ai ressenti ce sentiment de vide, de baisse d'énergie, voire même de baisse de pression, que je n'avais aucune idée que c'était de l'abandon que je ressentais. Là. Au niveau émotionnel, ça n'allait pas de savoir, c'était plus densifié dans le corps. Hein? Donc, je me souviens que j'étais avec une personne qui m'aidait à aller faire des achats pour rempoter mes plantes et puis on allait chercher de la terre et tout ça. Alors, on se promenait d'un magasin à l'autre, mais je me traînais littéralement les pieds. Je me disais, mais ça n'a aucun bon sens. J'ai l'impression que je suis en train de mourir. J'ai l'impression que la vie est en train de... Je suis en train de me vider de mon énergie, cette baisse-là, ce sentiment de vide profond. Mais ça tire vers le bas, hein, parce que ça nous tire vers se replier sur soi pour prendre soin de soi. Mais si on l'ignore, et moi je l'ignorais évidemment, j'étais consciente de mes sensations, mais je n'étais pas dans l'accueil de cette expérience. Je voulais juste que ça s'arrête. Hein? Comme on a dit la dernière fois, on veut souvent essayer de repousser. Et là, je disais, non, mais coudonc, ça va-tu arrêter ce sentiment-là de... Littéralement, je vous le dis, je me traînais les pieds. Sandra, Oui, allez-y. est-ce qu'on peut dire que c'est assez rare des êtres humains qui aimeraient rester dans ce sentiment désagréable-là, quel qu'il soit? C'est plus un instinct de fuite de moi, je suis pression, je reste dans ma douleur, dans ma souffrance, dans... C'est rare, je pense. Absolument. Mais rappelez-vous, tout ce que je résiste persiste. Et justement, au moment où j'ai... Parce que, vous savez, on est conscient de respirer, mais est-ce qu'on est conscient qu'on est conscient de respirer? Donc, j'étais consciente que ça tirait, mais j'étais beaucoup plus dans le repousser. J'avais hâte, je veux justement fuir ça. Mais là, Mané, j'ai fait, wow, t'es dans la résistance. OK. Et là, tout à coup, ça fait, j'ai respiré dans la résistance. Et là, j'ai fait, oh my God, c'est de l'abandon. C'est de l'abandon. Et là, j'ai dit, OK, j'arrête de résister et je m'en vais accueillir hein, cet espace-là. Je donne le droit à cette expérience-là d'exister pleinement. Je vous jure, hein, j'ai la personne à côté de moi dans l'auto, puis là, je dis, ah, je viens de comprendre. C'était quelqu'un qui faisait de l'intégration, donc savait très bien de quoi je parlais. Et là, je dis, oh my God, je viens de comprendre que c'est de l'abandon que je ressens. Puis là, je n'ai pas commencé à me poser la question, mais voyons donc, pourquoi je vis de l'abandon? Je suis avec quelqu'un, je ne suis même pas seule en plus. Je suis en train de faire des choses. Je ne suis pas tombée dans le mental qui essaie de comprendre. Rappelez-vous, hein? Le mental est impliqué pour observer seulement, sans jugement, sans essayer de comprendre, d'analyser, de repousser, juste observer. Alors, j'ai fait, waouh, ça goûte l'abandon, ça. Et là, je me suis permis de respirer dans cette sensation qui me tirait vers le bas. Et j'ai vraiment pu être, en prenant conscience du corps, j'ai vraiment senti que j'étais plus en train de vouloir repousser, mais j'étais juste en train de le laisser être. Et là, il y a comme un relâchement physique qui s'installe quand on est en paix, quand on arrête de résister. Ça a pris même pas 5 minutes. J'ai senti mon énergie remonter. Wow, j'étais impressionnée de l'intensité, de la lourdeur, du manque d'énergie que j'avais, qui me tirait de vide. Et le fait que je l'ai accueilli, fouf, c'était très rapide. Bon, on s'entend que je n'ai pas tout vidé ma montagne d'abandon, c'est clair. Mais j'ai pu le libérer sur le moment. Hein. Mais c'est clair que ça va revenir parce que, évidemment, si je ne vais pas plus loin dans mon intégration, mais la première étape, c'est déjà bien d'apprendre à pouvoir se maîtriser, d'arrêter le mouvement ou l'émotion du pouvoir sur nous et qui nous fait réagir, hein? D'être en réaction, qui nous fait ruminer, qui nous fait dire des choses, faire des choses.
Alors ça, c'est super important, c'est ça qu'on a appris, de pouvoir libérer la charge qui est là, permettre à cette expérience-là d'exister. Clairement, si on ne va pas plus loin, pour essayer de comprendre, mais comprendre ne veut pas dire aller avec le mental, parce qu'on l'a dit la dernière fois, hein, ce que je sais, c'est très petit comparativement à ce que je sais que je ne sais pas. Donc, on se permet d'aller dans le ressenti pour laisser émerger l'expérience. Et je vous dis, hein, cette expérience-là, je n'ai jamais compris exactement à quoi c'était relié, mais comme on a déjà mentionné, des fois, on ne le saura pas. OK? Mais plus on va être redéclenché là-dedans, c'est un indicateur qu'il faut encore s'asseoir peut-être hein, davantage là-dedans, vraiment en présence, et laisser émerger ce qui peut émerger. Et il y a des choses qui vont émerger immédiatement ou plus tard. Hein? On va faire Ah, je viens de comprendre. Donc, la compréhension, elle ne vient pas de chercher avec le mental, mais de se laisser habiter de cette expérience, de la ressentir, de l'observer, de lui laisser toute sa place. Elle va nous révéler hein, des choses. Et là, c'est là que ça devient de la sagesse, comme on dit, on est dans le mental supérieur. Donc, êtes-vous conscient quand vous vivez de l'abandon? Peut-être qu'on ne réalise pas, comme on dit, que c'est une émotion hein, de tristesse, voire même, mais on va ressentir. On a dit la dernière fois, la porte d'entrée, ça se peut que ça soit la douleur, une sensation, le vide, peu importe. Donc, c'est votre porte d'entrée. Et si vous l'accueillez, ben, il y a des bonnes chances que finalement, ça soit Ah, tiens, ça goûte la tristesse. Hein? Ça goûte le sentiment d'impuissance. Euh, et donc, ça vous permet de l'intégrer. OK? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre, Mario, qui est important? Je vois des choses dans la boîte de chat, mais de peut-être mentionner parce que je vais passer à l'autre Euh, émotion. Ça continue avec l'abandon, la peur de se retrouver seul dans la vie. Je pense que c'est On va revenir avec ça. le- Garde-moi ça en parenthèse parce que là, tu viens de le- dire un mot que on va revenir avec ça tout à l'heure. Je vais te demander de me ramener cette situation-là. OK? Parfait. Oui, merci. Donc, on passe au rejet. Hein? Encore une fois, c'est pas je me sens rejeté. Encore là, ça impliquerait une action de notre part ou de la part de l'autre. Et je vous dirais que les actions vont nous amener dans ce sentiment-là. Donc, par exemple, quelqu'un me quitte, ben, c'est pas quelqu'un qui m'abandonne, c'est quelqu'un qui me quitte, qui est parti. C'est ça les faits. Je ressens de l'abandon. OK? Mais j'ai réalisé très rapidement que l'abandon, par exemple, au même titre que le rejet, hein, euh, on va le ressentir autant quand c'est nous qui portons une action qui quittons, par exemple, ou quand c'est quelqu'un qui quitte. On va avoir la même sensation d'abandon. Et pourtant, on se dit, ben voyons, c'est moi qui quitte. Hein, je me souviens avoir quitté quelqu'un, une relation à un moment donné, mais j'ai pleuré comme une madeleine. Puis je me disais, mais voyons, je remettais en doute, en question ma décision. Je me disais, mais comment je peux ressentir ce vide-là puis d'avoir tellement de peine? J'avais l'impression que parce que c'est moi qui quittais, que je n'allais pas ressentir le deuil. Hein? Mais en fait, c'est la même chose. Et c'est ce que j'ai compris aussi qui fait que parfois, on ne veut pas justement faire ce qui est bon pour nous parce que même si c'est pas l'autre qui quitte, on va avoir la même sensation. OK? Et il peut y avoir abandon et rejet. Parce que là, on parle de trois émotions, mais ce n'est pas juste de l'abandon dans une expérience. Ça se pourrait, mais il est possible que ce soit de l'abandon et du rejet et de la culpabilité. Hein? Les trois peuvent être impliqués ou non. Donc, parfois, ça peut être de l'abandon et du rejet. Hein? Quelqu'un qui quitte, dans ce cas-là, par exemple, j'avais l'impression que je rejetais, mais en même temps, je répondais à mon besoin à moi. Je me choisissais, en fait, là-dedans. Mais c'est pas hein, quelqu'un nous dit non. Je te demande d'aller au cinéma, puis tu me dis non. Ben, l'action, c'est qu'on m'a dit non. Hein? On a refusé de venir avec moi. La sensation peut être du rejet. Ça peut être du rejet et de l'abandon. Hein? On peut voir facilement que ça peut être les deux. Le rejet, pour vous, ça goûte quoi? Comment vous savez? C'est quoi du rejet? Hein? Ça fait référence à quoi? Parce que l'abandon, c'est beaucoup plus physique. Hein? Donc, voyez-vous, le sentiment de vide, c'est aussi à tous les niveaux, mais si on les regarde en termes de nos plans physiques, émotionnels, mental, on va le ressentir beaucoup plus au niveau physique, hein? Émotionnel. Euh, le rejet, comment vous savez? Hein? C'est quoi qui fait qu'on ressent du rejet?
quoi cette expérience-là? Ça ressemble à quoi? Ça goûte quoi? Le sentiment d'être jugé. Hein, la première chose qui vient souvent, c'est jugement. Quand on est dans le jugement de soi ou des autres, ou qu'on se sent jugé, on ressent du rejet. Hein, Le on rejette. rejet, on pourrait rajouter repousser, rejeter, vraiment comme le rejet, c'est. Moi, je le vois beaucoup, beaucoup dans mes intégrations au cours de mes vies, là. C'est vraiment l'époque où j'étais dans des communautés isolées, froides, dans le nord, dans des endroits où c'est difficile de vivre. Quand tu es rejeté, tu n'as plus accès à la nourriture de groupe, etc. C'est vraiment, c'est un risque de mourir. Ça, c'est ça que je ressens encore au niveau cellulaire dans mon domaine. Il y a aussi des gens qui ont rajouté mauvaise estime de soi. Attends un petit peu, on va juste aller dans ce que tu viens de dire. C'est Oui, important parce que oui. cette notion-là, pourquoi, une des raisons pourquoi on ne veut pas le vivre, c'est parce qu'on a vraiment l'impression qu'on va mourir. L'abandon, c'est pareil. Moi, quand je vivais l'énergie qui baisse, là, la pression artérielle qui baisse, c'est l'impression que l'énergie de vie est en train de se vider de mon corps. On a l'impression qu'on est en train de mourir. Hein? Donc, dans tous les cas, il y a une notion de survie qui est là. Hein? Il y a un sentiment de se sentir menacé. Hein? Et si on le ramène aussi du point de vue biologique, justement, de la survie, quand on était rejeté d'un clan, donc, hein, comme tu dis, repoussé, OK, méprisé, hein, repoussé, chassé, ben on mourait parce que si on n'avait pas le clan, on mourait. Donc, ça va chercher. Voyez-vous comment c'est profond? C'est certain qu'aujourd'hui, on vit rarement le risque de mourir comme on le vivait à l'époque des prédateurs et de toute cette époque-là où sans le clan, on ne survivait pas. On n'a plus cette réalité-là, mais c'est tellement ancré en nous. Et du rejet parce qu'une personne m'a dit non, ben ça peut me connecter à le rejet que, bon, mes parents m'ont peut-être laissé sur le bord de la route. Euh, le rejet existentiel d'avoir été séparé de l'unité, hein, c'est le rejet existentiel. Et fondamentalement, justement, c'est ce rejet qui, on traîne en nous toutes les mémoires de nos générations. On dit souvent quand on libère, quand on guérit, on va guérir pas juste soi, mais on va guérir aussi nos enfants, mais aussi toute notre lignée. Hein? Il y a des Donc, points intéressants que je peux te rajouter. Il y aurait, quand on est rejeté, il y a un poids relié au jugement. Il y a un jugement qui vient d'être donné. Puis stop, après ça, j'arrête, ça c'est important. Quand on est rejeté, c'est important de recadrer notre croyance, là. Hein, je le dis depuis tantôt, c'est pas une action. C'est pas quelqu'un qui nous rejette. C'est quelqu'un qui quitte. C'est quelqu'un qui n'adhère pas à ce qu'on pense. C'est quelqu'un qui veut pas, hein, qui choisit de se repousser. Hein? Voyez-vous, l'action, c'est repousser, c'est pas rejeter. C'est pas une action, le rejet. Parce que si on tombe dans l'action, le danger, quand on croit qu'on se sent rejeté ou abandonné, donc ça vient avec la croyance et notre conception, c'est qu'il y a une action, que quelqu'un a fait quelque chose. On est dans le blâme et la responsabilité que l'autre a fait quelque chose. Quand en fait, c'est notre sens, notre émotion. OK? Fait que je veux juste qu'on soit conscient du langage qu'on utilise, parce que c'est quand même important, hein, qui sont rattachés, parce que notre langage, c'est mental, et on est attaché à des conceptions mentales en fonction de nos croyances, justement. OK? Fait que juste pour vous amener à votre conscience d'être, ah, je suis en train de me... Quand je dis je me sens rejetée, oups, est-ce que je suis en train de penser que quelqu'un me rejette ou c'est mon émotion, c'est moi qui ressens cette sensation-là? Donc, les merci faits, beaucoup. c'est autre chose. Vas-y. Un autre point, quand je me sens rejeté, je me sens plus aimé avec une sensation d'être fautif. Bon, fait que voyez-vous là, la notion de rejet qui se, qui se jumelle avec de l'abandon et de la culpabilité. Hein, quand je disais tantôt, ça peut être les trois, c'est ça, là. OK? Ça peut être, on sent du rejet parce qu'on sent de l'abandon, hein? Ou on sent de la culpabilité parce qu'on sent que nos choix qu'on a faits, on ressent le rejet puis l'abandon, hein, dans cette expérience-là que l'autre peut ressentir. Hein? Puis nous aussi, en fait, quand on quitte une relation,
il y a ce sentiment de vide-là. L'autre n'est plus là non plus, même si c'est un choix. Quand on choisit de pas adhérer à des opinions, ben, c'est nous qui se retirons de ça. Alors, quand on adhère ensemble à des choses, à des opinions, on a l'impression d'avoir un sentiment d'appartenance. On se tient, on pense pareil. Hein? Et c'est là le danger d'être séparé du clan. Extrêmement profond. Donc, pouvez-vous comprendre comment c'est important d'avoir l'humilité, de reconnaître que c'est un pouvoir qui est plus fort que nous, là. C'est pas qu'on a décidé de sentir de l'abandon ou du rejet. Ce qu'on fait avec, ça, on a du pouvoir. Mais quand ça émerge, avoir l'humilité de ne pas se juger là-dedans et que si on se juge, ben là, c'est qu'on est en train, on rajoute du rejet, sentiment de rejet, mais qui vient de nous envers nous, envers une action que nous, on porte, hein, de jugement envers soi-même, ben à ce moment-là, c'est du rejet. Alors, le rejet, il peut venir des interactions qu'on a avec les autres, de ce que les autres font ou disent, ou ne font pas ou ne disent pas, mais c'est le reflet de ce que moi. Alors, si quelqu'un, par exemple, vous vous sentez du rejet, vous sentez du rejet parce que quelqu'un juge votre façon d'être ou votre façon de faire, ou il y a de fortes chances que, probablement inconsciemment, vous jugez vous-même ça de vous-même. Et donc, c'est juste le reflet qu'on avait déjà parlé. OK? Donc, c'est important quand on fait l'intégration, comme on dit, on lâche l'événement parce que, ultimement, l'événement extérieur va nous amener de toute façon à ce que nous, on croit par rapport à nous, comment on se traite, nous, qu'est-ce qu'on, hein, est-ce qu'on s'abandonne soi-même? C'est-à-dire, est-ce qu'on se laisse tomber? Est-ce qu'on se laisse dans le vide? Est-ce qu'on n'est même pas avec soi-même? Hein? Moi, je me souviens d'avoir été chez une thérapeute jeune adulte et j'ai dit, mais je me sens tellement seule. Mais elle me dit, mais tu peux bien te sentir seule. Tu n'es même pas avec toi-même. Là, je l'ai regardée en me disant, mais voyons, ben oui, je suis là, je suis avec moi, mais non, j'étais pas avec moi-même. Hein? Je ne me donnais pas cette présence, hein, cette être avec. Hein? Je voulais que ce soit les autres. Donc, oui, dans le jugement, il y a la notion de répulsion, de répugnance, voire même, tu sais, on a une répugnance face à quelque chose. Ah, je ne veux pas ça, que ce soit des choses, des odeurs, hein, peu importe ce que c'est, hein, mais il y a un dégoût. Dans le rejet, il y a une notion de, c'est ça, de dégoût, de mépris. Donc, c'est beaucoup plus émotionnel. L'abandon, c'est très physique. Tout est émotionnel. Ce sont trois grandes familles d'émotions. Hein. On va la ressentir peut-être plus tangible, si vous voulez, hein, dans ce sens-là. Reste que l'abandon a quand même, au niveau émotionnel, il y a la tristesse, hein, comme on dit. Le registre plus émotionnel, mais physiquement, c'est que on ressent vraiment la notion de... Hein, il y a comme un... Physiquement, on sent cette énergie-là. Hein. Donc, la notion de... Vous avez peut-être jamais vu ça comme ça, mais dans le jugement, on a aussi tout ce qui est le non-respect. Hein. Quand on ne se sent pas que nos opinions sont respectées, que nos besoins sont respectés, que nos limites sont respectées, que nos idées sont respectées, que qui on est, tout simplement d'être là, d'exister. Hein. Donc, le non-respect. Alors, le non-respect de soi. Hein, on ne se respecte pas dans nos limites, dans nos besoins, dans ce qu'on pense. On va au-delà de soi, on va au détriment de soi. C'est du rejet. Hein. C'est du rejet de soi-même. Okay? Par rapport à ce qu'on fait par rapport à soi-même. Donc, alors, plus vous allez intégrer, plus vous allez découvrir les différentes facettes, hein, de l'abandon. Ah, je n'avais pas vu ça comme étant de l'abandon. C'est pour ça qu'il ne faut pas, ben, faut pas, tu sais, c'est mieux. Si on reste pris dans le mental, on va rester pris avec la conception qu'on a de quelque chose. Pour vous, de l'abandon, tu sais, je pourrais dire le mot impuissant, ça ne va pas vous résonner. Pour un autre, c'est ah oui, ça résonne, c'est ça. Donc, les mots, c'est une conception mentale qu'on a utilisée pour définir une expérience, mais c'est important d'élargir notre perspective parce que c'est beaucoup plus large qu'on peut penser. OK? Parce que notre conception est limitée. Donc, si on se permet d'aller ressentir sans essayer de mettre le doigt mentalement sur qu'est-ce que c'est, on dit ah, wow, ça goûte l'abandon, ça. Mais je ne pensais pas que ça, c'était vraiment une expérience d'abandon. Alors là, vous allez pouvoir vraiment élargir votre perspective.
Dans le rejet, y a-t-il autre chose qui vous viennent à l'idée physiquement, comment ça se met quand le rejet est densifié au niveau physique, physiquement, vous ressentez quoi comme sensation quand c'est du rejet? Savez-vous? Avez-vous déjà goûté à une sensation physique de rejet? Les maux de cœur, la nausée, Doule- voire le vomissement. Douleur au plexus qui a été nommé aussi. Mhm. C'est un peu comme l'effet d'un coup de poing physiquement qu'on reçoit. Mm. Ouais. Mm. Et physiquement, est-ce qu'il y en a qui ont déjà reçu un coup de poing réellement, là, tu sais, des coups de poing forts? Est-ce que la nausée monte pas un peu? Hmm? Ça peut être la moutarde au nez aussi, hein? Ça me monte au nez, hein? C'est une forme de nausée, bon, peut-être plus énergétique, peut-être moins physique, mais quand même, peut-être plus au niveau vital. Moi, j'ai vu, là, vomir, là, mais vomir rien. Il n'y avait rien. Ça peut être littéralement vomir, là. Mais aussi, vous savez, le haut de cœur qui fait qu'il n'y a plus rien qui sort, mais ça lève quand même et ça fait mal. La bile ou juste. J'ai vu des situations où j'allais connecter vraiment dans le profond du rejet. Et littéralement, c'est ça. Je me suis vue m'arrêter sur le bord de la route. J'étais obligée de m'arrêter pour vomir parce que tellement ça. Hein, sentiment. Et à ce moment-là, je me sentais rejetée par quelqu'un de mon action, mais l'expérience, elle est là. OK? Donc, parfois, vous allez détecter, ah, j'ai comme une nausée, ou tu sais, je me sens. Donc, ça peut être vos portes d'entrée. Pas pour analyser, ah, ça se peut-tu que ce soit, mais juste pour dire, OK, je vais aller. C'est-tu assez plate aussi? Qui c'est qui veut rester dans le mal de cœur, dans la nausée? Quand on a la gastro, là, ah, ça va-tu finir? Plus capable. Je veux plus avoir mal au cœur. Des fois, on dit, ben, fais-toi vomir, tu sais, ça va sortir. Oh non, 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 on veut même pas. Même si physiquement, là, c'est épouvantable, cette nausée-là, on veut pas, parce qu'on veut pas vivre cette expérience-là. C'est comme mourir, tu sais. On a déjà vomi au point que, mon Dieu, j'ai l'impression que je vais me vomir le corps, que je vais mourir. On a vraiment cette sensation-là. Moi, Hein? j'aime beaucoup, beaucoup me ramener. D'ailleurs, un des mots qui a été nommé, c'est écœurement, mais au sens européen et non pas québécois. Une autre chose aussi que j'aime beaucoup dans l'action de vomir, moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup eu de difficultés dans ma vie à vomir. J'ai observé pour comprendre pourquoi j'avais de la misère à vomir. Puis moi, ça revient encore. Ça fait tellement longtemps que je suis sur la planète que vomir, c'est une perte de ressources. Fait que je ne peux pas me permettre de prendre un risque de perdre des ressources. J'avais trouvé ça très intéressant comme prise d'observation puis d'intégration. Il faut bien comprendre qu'avec le mental humain de cette vie-ci, avec ce qu'on a connu, parce que ce qu'il y a dans le mental humain, c'est ce qu'on a connu, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce qu'on nous a dit, c'est hein, ce qu'on a entendu, c'est très limité. Tu pouvais pas, ce que tu viens de décrire là, tu n'as pas vécu ça dans cette vie-ci, là. C'est clair. Donc, pour pouvoir le saisir, ça, ne peut pas juste rester au niveau du mental. OK? J'en parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens, incluant moi, qui le mental très, 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 très fort et ça nous empêche justement de vraiment saisir la sagesse puis vraiment bien cerner. Je dis comprendre, mais j'aimerais utiliser un autre mot parce que comprendre, on l'associe beaucoup au mental, mais ça fait ah, je viens d'allumer, là, tu sais. Je viens de saisir vraiment. On OK? pourrait peut-être dire prise de conscience. Oui, ben c'est ça, saisir, mais on le saisit, mais pas nécessairement compris mentalement, mais ça fait ah, c'est ça, il y a une prise de conscience. Donc, c'est pas au niveau du mental humain que ça se passe. OK? De là, l'importance d'élever notre conscience, de faire des pratiques régulières dans le but d'élever notre conscience toujours. C'est comme de faire de l'entraînement physique. Vous en faites à tous les jours, vous allez avoir la force. Hein? Donc, le muscle qu'on entraîne dans la pleine conscience, c'est le muscle de l'attention. Porter attention. Hein? Au niveau divin, c'est de la conscience. Au niveau de l'âme, c'est parce qu'en anglais, il y a comme différents mots. Voyez-vous comment que les mots, hein, quand on arrive à décrire des choses, euh,
c'est plus awareness, je ne sais pas comment, c'est la conscience de soi. Tu sais, nous, on utilise souvent le même mot ou l'inverse en anglais, en français, mais il y a comme différents niveaux. C'est un peu comme l'empathie et la compassion. L'empathie, c'est un niveau plus humain. La compassion, c'est plus du niveau de l'âme, OK? D'une autre perspective. Donc, y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas nommé dans le rejet? Est-ce que vous vous permettez de... Est-ce que vous en êtes conscient quand vous vivez du rejet? Hein, quand vous vivez cette expérience, cette émotion de rejet, OK? Qui est rattachée à un événement, évidemment, pour lequel on ne se sent pas respecté, jugé, critiqué, chassé, repoussé, bousculé, écœuré, répulsé, dégoûté, mépris. On ressent ça, hein? Soit nous envers quelque chose, quelqu'un, ou une expérience, ou quelqu'un envers nous. Maintenant, la culpabilité. C'est quoi ça, la culpabilité? Quoi la culpabilité? La culpabilité, c'est d'accepter de payer le prix de ma responsabilité. Oh, wow, OK. Donc, l'émotion, ça c'est qu'est-ce que je fais avec? Prendre la responsabilité, mais comment on vit ça? La culpabilité, c'est, tu parles de responsabilité, Mario, mais c'est rare qu'on va aller dans la responsabilité. On va parler peut-être plus de blâme, tu sais. On sent qu'on est en faute. Tu peux être responsable de quelque chose, c'est je suis responsable, j'ai contribué, j'ai porté une action, il y a eu un impact. Hein? Donc, on est responsable de notre contribution dans quelque chose. Généralement, quand on est dans un état de responsabilisation, on n'est pas dans la culpabilité. On comprend on a une implication. On ne prend pas la responsabilité de ce qui ne nous appartient pas. Oui, ça a créé peut-être du rejet chez quelqu'un ou peut-être pas. Hein? Nos actions vont pas, on l'a dit au début, on n'est pas responsable de ce que les gens ressentent. Hein? Je vous donne un exemple concret. Abandon-rejet. J'ai deux dames dans une formation à un moment donné qui me partagent. Il y en a une qui dit, moi, ma mère, quand j'étais très jeune, elle voulait se suicider. Et je dis, wow, OK. Et puis, c'est quoi que tu ressens, tu sais, dans ça? Et cette personne-là me dit, ben moi, c'est de l'abandon. J'ai l'impression elle voulait me laisser toute seule. Elle voulait partir puis me laisser là. Je ressens de l'abandon. Elle ne voulait pas de moi, tu sais. Mais surtout, non, elle n'a pas dit je ne voulais pas de moi. Elle dit, elle va me laisser toute seule. Puis l'autre personne qui dit, ah, c'est drôle, moi aussi, ma mère était suicidaire quand j'étais jeune, mais moi, je voyais ça plutôt comme elle ne veut pas de moi. Rejet. Il y a beaucoup de commentaires qui sont rentrés. On se sent tout petit, nul, inutile, incapable. Quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ce qu'on fait, ça nous fait douter de notre acte. On remet notre acte en question. Donc, souvent, hein, la culpabilité. Puis en plus, Puis de la haine de soi aussi. en plus, ces deux personnes-là qui ressentaient de l'abandon ou du rejet par rapport à une même situation, hein, donc on ne vit pas la même chose. Donc, ce n'est pas nous qui sommes responsables. Ces femmes-là qui, premièrement, voulaient se suicider, ça n'avait rien à voir avec leur enfant. C'était pas pour s'éloigner de l'enfant. C'était pas parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'enfant. Ça avait rapport à eux. Hein. C'est là qu'on comprend mieux aussi la notion de les gens ne font pas les choses par rapport à nous, c'est en fonction d'eux. Et nous, ce qu'on en ressent, c'est notre expérience. Et donc, ces deux femmes-là, qui ressentaient abandon, rejet, deux différentes choses, mais aussi se sentaient coupables d'exister parce que croyaient, c'était la croyance qu'ils étaient responsables du désir de se suicider de leur mère, qu'elles en étaient la cause. Donc, la notion de responsabilité, c'est très important on n'est pas responsable de l'autre. On est responsable de mon action. Ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, ça t'a créé pour toi un sentiment d'être jugé. Euh, ben, je m'en excuse que toi, tu as ressenti ça. Hein? Je vais pouvoir, moi, voir comment je peux ajuster. Mais on va faire les mêmes actions, mais c'est notre état d'être qui n'est pas pareil. Et la culpabilité, quand on est pris dans la culpabilité, généralement, on n'essaye pas de changer parce que quand on se sent en faute, euh,
qu'on a fait quelque chose qui est condamnable, moi, je me souviens me sentir coupable de juste exister puis de faire une erreur. Tu sais, mais voyons, t'es humaine. Sauf qu'on m'a dit que dans une autre vie, on m'avait coupé la tête parce que j'étais pauvre et que j'avais volé pour manger. Donc, hein, c'était assez. euh, le châtiment, la condamnation était très extrême par rapport à que j'étais en mode survie, en fait. Et donc, pour moi, dès que je faisais une petite faute, puis à ce moment-là, je ne savais pas cette histoire-là, mais c'était cette sensation-là que j'avais l'impression qu'on allait me mettre sur le bûcher. Cette attitude, j'allais y passer, c'était fini, les gens ne voudraient plus. Tu sais, j'étais la pire chose qui existe. Donc, dans ce sentiment de, on fait quelque chose de condamnable, on a violé une loi, une norme, quelque chose, il y a une violation quelconque, il y a un écart, il y a un manquement, il y a une transgression par rapport à des normes, des règles, des valeurs, des croyances. Mais surtout, dans la culpabilité, il y a une notion, on a l'impression d'être en faute, qu'on est à blâmer. Et là, évidemment, quand vous vous sentez en faute, qu'est-ce qu'on fait comme humain? Encore là, il y a une question de survie. Alors, on essaie de se défendre. On n'est pas dans la responsabilisation. On va essayer de se défendre parce qu'on pourrait aussi hein, être rejeté du clan, là, hein, repoussé du clan parce qu'on a fait quelque chose qui n'est pas acceptable. Et ultimement, donc on remet notre action évidemment en question, mais est-ce que puis cette haine-là de soi, vous allez vous dire, mon Dieu, je ne suis donc pas aimable, je me déteste parce que je fais quelque chose qui n'est pas aimable en fonction de la perception des autres. Et un élément important, c'est par rapport à la perception des autres. Hein? C'est-à-dire, et là, je m'explique parce qu'il y a une notion très importante dans la culpabilité que je n'avais pas compris, qui me prend un certain temps à comprendre, mais la culpabilité va émerger si je me sens menacée de ne plus être aimée ou de ne pas être aimée pour ce que je fais ou de ne plus être aimée, donc vivre du rejet, de l'abandon, mode de survie, hey, c'est dangereux. Et là, quelqu'un avait donné un exemple, je pense que c'est Mao qui avait parlé de cet exemple, qui disait, imaginez les gangs de rue, par exemple, là, et là, pour rentrer dans la gang, pour être accepté, reconnu, faire partie du clan, être aimé, hein, ultimement, c'est être aimé dans tout ça, ben, il fallait qu'ils fassent des choses, entre autres, pour certains, c'est d'aller tuer. Et là, on observait que ces jeunes-là, par exemple, il n'y avait aucun sentiment de culpabilité et de remords. Puis on disait, mais bon, on ne parle pas de psychopathes, il y a des psychopathes, ça c'est une autre histoire, là, mais des jeunes où, tu sais, ne sont pas des psychopathes, là, on se dit, mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas ce sentiment de culpabilité d'avoir transgressé? C'est condamnable. Et écoute, là, ça n'a pas de bon sens, on ne tue pas les gens, tu sais. Mais c'est ça, c'est ils étaient en fait aimés pour ce qu'ils avaient fait par des gens qu'ils considèrent importants dans leur vie et auprès de qui ils veulent avoir l'amour et la reconnaissance. Donc, c'est pas tellement c'est pas l'action, c'est pas ce qu'on fait, c'est est-ce qu'on va perdre l'amour qui va nous amener dans la culpabilité. Et je vous donne un autre exemple. J'ai une formation en intégration émotionnelle et bon, on est en groupe et une dame dit quelque chose, une autre personne est en réaction. Et bon, on va à la pause de lunch et on revient. Et là, cette femme-là qui a été en réaction, elle n'est plus là. Et la femme qui a dit quelque chose, elle fait Oh my God, c'est à cause de moi qui est partie, c'est parce que c'est ce que j'ai dit. Puis, j'ai pas voulu la déclencher, mais j'ai bien vu qu'elle était déclenchée. Puis là, elle est dans la culpabilité, là, chouf, hein, partout à la tête. Puis là, elle est mal, puis elle se sent coupable, puis elle sent qu'elle a fait quelque chose de pas correct, puis elle n'aurait pas dû dire ça. Elle est dans son tourbillon, là, de culpabilité. Et euh, je lui dis, mais possible, mais honnêtement, c'est basé sur quoi? Est-ce que vous pensez que vous avez causé ça? Ben, elle dit, mais là, c'est parce qu'elle n'est plus là, elle est partie. Mais j'ai dit, à 8 heures ce matin, quand on a commencé le cours, elle m'a dit qu'elle allait quitter au lunch. Et là, tout à coup, chou, sa culpabilité a complètement disparu. J'ai dit, mais là, votre culpabilité. Ben, elle dit, ben non, mais là, elle dit, là,
j'ai plus besoin d'avoir peur qu'on me juge, puis qu'on me considère comme pas correct. Et là, j'ai pas peur, j'ai plus peur de l'impact. Et ça a été instantané, sa culpabilité a disparu. Donc, la culpabilité est beaucoup plus en fonction de. On pense que c'est en fonction des normes et tout ça, mais ces normes-là, ça dépend pour qui, hein? Parce que être prisonnier du regard de l'autre, parce que la culpabilité, c'est très mental, hein. On a parlé abandon plus physique dans la sensation, rejet émotionnel. Culpabilité, c'est plus mental, hein. Donc, c'est une croyance qu'on a fait quelque chose de pas correct, mais encore là, pour qui? Hein, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que vous faites. Et moi, j'ai vu là, être prisonnière du regard de l'autre et dès que quelqu'un n'était pas d'accord avec ce que je faisais ou ce que je pensais ou qui était dérangé par ce que je faisais ou pensais ou qui voulait faire autre chose c'est comme si je venais de faire quelque chose de pas correct et je n'étais donc pas aimable. Et donc là, je tombais tout de suite dans la culpabilité et je figeais. J'ai passé une grande partie de ma vie à ne pas vivre, mais c'est parce que j'ai compris qu'il y aura toujours quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Il y aura toujours peut-être quelqu'un qui aura un jugement. On n'a pas les mêmes règles, les mêmes normes, les mêmes valeurs. Nos interprétations de l'intention qu'il y avait derrière n'est pas nécessairement la. C'est fou, là. Hein? Mais c'est beaucoup en fonction des autres, parce que si vous considérez que c'est une valeur, donc c'est important, par exemple, de prendre soin de moi, puis de me ressourcer pour être capable d'être optimale quand je suis dans le don de moi, hein, pour être présent à mes enfants. Tu sais, on entend souvent ça, par exemple, il y a des parents qui, surtout particulièrement les femmes, qui ne veulent pas prendre du temps pour elles parce qu'elles se sentent coupables de laisser les enfants. Et pourtant, bon, ben, ils ont la croyance que, c'est-à-dire que c'est pas correct, il faut que la mère soit là tout le temps, bon, tout ça. Mais même si elles comprennent l'importance de prendre soin d'elles, ce qu'elles me disent, c'est ouais, mais j'ai peur d'être jugée, d'être considérée comme pas une bonne mère. Et là, évidemment, le rejet, voyez-vous, le jugement, c'est du rejet, mais qui vient avec un sentiment de culpabilité que, mon Dieu, je suis en train de croire à ce que ces gens-là me disent. Et là, je me sens coupable. Mais si pour moi, c'est fondamental comme valeur, que c'est clair que pour moi, mon don de soi va être pleinement présent, pleinement optimal, en autant que je prends la responsabilité de prendre soin de moi. Mais si les gens, ils pensent que je ne suis pas correcte puis que je suis une mauvaise mère, c'est leur droit de le penser, mais je n'en serai pas affectée, je ne tomberai pas dans la culpabilité. Vous me suivez? Je trouve ça intéressant. Il y a quelqu'un qui dit les hommes aussi, ça arrive. Oui, j'ai dit principalement chez les femmes que j'ai vues, mais effectivement, oui, tout à fait, de plus en plus, hein. J'ai un homme que je connais qui était épuisé, en burn-out, en épuisement professionnel, pratiquement en dépression, vidé complètement. Et il avait ses enfants une semaine sur deux, et là, les enfants étaient là le matin, puis ils se levaient. Et tôt, parce que les enfants se levaient tôt, ils étaient jeunes. Puis là, les enfants voulaient, hein, alors ils se levaient, puis là, ils allaient s'étendre sur le divan, puis il dormait pendant que les enfants jouaient, mais il avait une culpabilité de ne pas être présent. Alors évidemment, quand il était réveillé, ben là, il essayait de compenser. Puis là, bon, évidemment, ça entraînait toutes sortes d'autres choses, mais ce sentiment de culpabilité, même s'il était là présent, mais de ne pas pouvoir être pleinement présent avec eux, il le vivait grandement, hein, c'est clair. Alors oui, les hommes, de plus en plus, la réalité a changé, hein. Les hommes sont en garde sont impliqués généralement, souvent maintenant, 50-50 dans l'éducation des enfants, puis dans nourrir les enfants, leur donner leur bain, tout ça. Voire même quand on a la garde partagée, ben, on joue les deux rôles, hein, c'est normal. Alors de plus en plus, effectivement, on va voir les hommes aussi vivre cette réalité-là. Absolument. Donc, et là, la culpabilité, vous la ressentez comment physiquement? Ça goûte quoi comme saveur? C'est où je me sens coupable, là? Ça fait quoi dans votre corps? On parlait de faiblesse, de mal de cœur. La culpabilité, ça goûterait quoi? La culpabilité, moi, je serais porté à te dire un poids. Il y a aussi des gens qui rajoutent nausées, palpitations. Mhm. Nausée peut être liée au rejet, justement, que hein, vous jugez vous-même ou le jugement que vous recevez de l'autre. Donc, la nausée pourrait être un peu, peut-être, ça vous donne peut-être une indication qu'il y a peut-être aussi du rejet dans votre expérience avec la culpabilité. Il y a des Mais gens qui l'autre élément, rajoutent
Il y a des gens qui rajoutent maux de tête. C'est bizarre, ça gratouille. OK. Donc, mais la personne qui a dit nausée et quoi, l'autre affaire? Palpitation. Nausée, palpitation, oui. Bon, palpitation, parce que là, c'est quoi la palpitation? C'est la peur. Hein? Quand on a peur, quand on est dans la réponse de stress, qu'on a peur, on se sent menacé, justement. C'est... La menace de mourir, en fait, dans ce cas-ci, c'est pas tellement la mort physique, mais c'est la mort de la relation. Je ne serai plus aimée, je serai plus. Hein? Je vais être mise à l'écart. Hein? C'est cette menace de ne plus être aimé. L'amour, c'est fondamental pour vivre. On sait que l'amour, un enfant qui n'est pas, qui est isolé, complètement isolé, n'aura pas de contact physique à travers lequel l'amour va mourir littéralement, on le sait. Et on sait que les gens isolés euh, réduisent leur longévité de vie. Hein, c'est démontré. Donc, il y a une menace de mourir quelque part, en fait. Hein, on n'est plus dans la réalité. Le cerveau, au niveau de la menace, qui embarque dans la réponse du stress, comme on avait parlé la première fois, c'est pas quelque chose de conscient, puis c'est pas quelque chose de rationnel. Hein. Une menace, qu'elle soit d'ordre de mourir ou de perdre des relations importantes, son intégrité, le clan, peu importe, c'est une menace, on embarque dans la réponse de stress et là, c'est vraiment le sentiment de menace, c'est qu'on sent avec tous les symptômes que vous avez nommés, la pression, hein, la contraction, c'est des symptômes souvent de stress. Hein? Il y a comme qui est aussi la peur, en fait. Hmm? Parce que là, on va voir qu'il y a des dénis, justement. Parce que qui veut vivre la culpabilité? Moi, j'ai vu des gens là, tellement pas vouloir ressentir la culpabilité parce que, yash, ça goûte pas bon, ça non plus, là. Hein? Quand tu es prête, j'ai beaucoup de nouveaux messages que je pourrais te partager. Ouais, je vais juste finir mon idée là, puis tu iras après tout de suite. Tellement peur tellement pas vouloir sentir la culpabilité qu'ils vont donner, ils vont dire oui, par exemple, hein, ils vont adhérer, ils vont faire des choses pour... euh, le sentiment d'appartenance est tellement fort, que ce soit une famille, un couple, une équipe, peu importe, que euh, en anglais, on dit belonging, you're going to try to fit in. Fait, comment je pourrais vous dire ça? Le sentiment d'appartenance est tellement fort qu'on va s'adapter au détriment de soi. On ne sera pas dans notre intégrité. OK? Pour ne pas sentir. Tu sais, moi, j'ai une amie qui dit elle se sentait coupable parce que son frère n'avait pas d'argent, puis elle était toujours en train de payer, 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 payer. Il apprenait pas, mais elle se sentait coupable parce qu'elle, elle avait réussi dans la vie. Alors, ben, elle n'arrivait pas à s'asseoir avec ce sentiment de culpabilité-là. Alors, elle nourrissait en fait la dépendance de son frère et qui manipulait, puis qui essayait de la faire sentir coupable justement parce qu'elle, elle en avait de l'argent, puis lui en avait pas. En tout cas, c'est tout un mécanisme que j'ai observé, hein, qui fait que quand on ne veut pas aller le ressentir, ben, on va aller au détriment de soi. Vas-y. Il y en a beaucoup, envie de se recroqueviller sur soi-même, paralysie, de la honte en même temps que de la culpabilité, boule au ventre. Je continue ou j'arrête? Oui, boule au ventre, ouais. Hein, Boule au ventre, la honte de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour que les autres m'aiment, ça amène de l'autoflagellation. J'ai pas fait assez bien, je suis une merde, autodestruction mentale. donc, quand on va dans la culpabilité, on s'en va dans le rejet, hein, le jugement de soi. On est écœuré de soi-même, on est répugné de soi, on est dégoûté. Voyez-vous là le lien? Hein? C'est intéressant. Mais ce qui est encore assez intéressant, c'est que là, pour pas sentir tout ça, parce que ça goûte pas bon, puis on veut pas vivre ça, puis c'est intense, puis plus on le résiste, hein, on le vu avec le couvercle sur l'eau qui bout, plus on résiste, plus c'est intense, plus ça fait mal, hein? Donc, on utilise les trois dénis, hein? Ça nous empêche, en fait, de ressentir l'émotion puis de comprendre notre mécanique de l'ego. On utilise ça pour ne pas voir la réalité. L'humilité va nous permettre de dire, bon, j'ai contribué, j'ai fait quelque chose, voici ce que ça a comme impact, ça, c'est son expérience. Moi, qu'est-ce que ça me dit? Tu sais, bon, tout ça, on tombe parce qu'on ne veut pas souffrir. Pour ne pas souffrir, parce qu'on souffre à travers
Parce que la colère, c'est de ne pas vouloir ressentir la déception qui fait qu'on sent peut-être du rejet ou de l'abandon aussi, hein. En fait, la colère, c'est comme le poison qui est à la base des trois dénis. Et les dénis, c'est pareil comme si on a un arbre que là, on ne va pas voir là, mais dans la version plus avancée, quand on va parler des masques de Lego, euh, il y a comme un arbre, hein, puis alors on a différentes couches qui représentent, donc il y a les racines, les attachements au fond, puis là, en haut, on a les émotions, puis pour camoufler ça, c'est comme des feuilles qui viennent par-dessus pour couvrir, hein, c'est le déni qui nous empêche, en fait, quand on est, et pourtant, la peur, c'est difficile à vivre aussi, la honte aussi, l'orgueil aussi, hein. Mais tout ça nous empêche. Donc, je me sens coupable, j'ai peur de l'abandon, j'ai peur du rejet, j'ai honte de moi-même. Puis quand on est dans la honte, la peur, l'orgueil et la honte sont les trois dénis. Quand on est là, on n'est pas dans la responsabilisation, c'est une façon de fuir. Responsabilisation, c'est OK, je reconnais ma part de responsabilité, je ne me blâme pas et je vois comment, qu'est-ce que ça donne comme expérience. Je deviens con, je veux saisir, goûter toute la saveur de cette expérience-là pour pouvoir grandir à travers ça, devenir une meilleure personne, un meilleur, peu importe ce que c'est. On avait parlé, hein? Donc, on ne veut pas, hein, on se dit, je vais aller dans, je vais être dans les trois dénis, c'est une façon de fuir. C'est la réponse de stress qui est de se battre ou fuir, hein. Donc, on est dans la peur, on a peur, qu'est-ce qu'on fait? On court. On le sait, dans la réponse de stress, c'est ça. Courir littéralement ou fuir, hein, ignorer, OK? Euh, la peur, on a peur de ressentir, en fait, hein. Et encore une fois, on peut avoir la peur, la honte d'avoir peur, la honte de la honte, l'orgueil de la honte, hein, la honte de l'orgueil. Les trois peuvent être là. Encore une fois, les trois dénis peuvent être impliqués. Alors, vous pouvez imaginer que dans une expérience qu'on vit, il peut y avoir plusieurs choses à observer. Oui, j'ai ressenti l'abandon, mais je n'ai peut-être pas ressenti le rejet. Puis pourtant, ça en fait peut-être partie pour vous. Ah, là, tout d'un coup, je goûte à. Ah, je pensais que c'était du rejet, mais non, c'est de la culpabilité. Ben non, c'est pas ou. C'est probablement et. OK? Ou j'ai pensé que c'était quelque chose intellectuellement, mais là, je réalise que c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais les trois peuvent être là. Ils peuvent en avoir un, deux ou trois. OK? Donc, la peur, c'est quoi cette sensation-là? Oui, on le sait qu'au niveau biologique, c'est ce qui nous permet de survivre, hein? Donc, il y a de la crainte, ça peut être de l'anxiété, hein? Ça peut être de l'inquiétude. Quand on appréhende quelque chose, on le sait que c'est une forme de peur, hein? Ça a différentes. Mais c'est comment on le ressent? Comment on le ressent, la peur? Comment vous ressentez ça, vous? La peur, si je parle pour moi, la peur, c'est souvent une impression de paralysie, un peu ce qui a été nommé tout à l'heure. Au niveau de la peur, pour moi, c'est j'hésite, un gros doute, une hésitation profonde. Parce qu'il y a de l'inconnu, hein? Dans la peur, il y a comme, je sais pas, il y a une incertitude, il y a de l'inconnu, il y a de la crainte, il y a de l'appréhension. Il y a quelqu'un qui a répondu, ça fige. Ça fige, ouais. Alors, voyez-vous, dans les trois réponses de stress, là, se battre, fuir ou figer, hein? Ça, c'est encore plus archaïque que figer. OK? Il y a quelqu'un qui a répondu, se sentir toujours responsable, coupable. Ça, c'est la culpabilité. Une autre personne, on hésite de courir lorsqu'il fait un noir absolu autour de soi. Oui, c'est l'inconnu, c'est une appréhension, une angoisse, une panique, mais au fond de ça, hein, puis en fait, moi, je dirais que la peur, là, il y a comme une forme de perte de contrôle. On a un sentiment de perte de contrôle, hein. On sait pas, il y a une perte de contrôle, là. Mais ultimement, au fond de cette peur-là, il y a un manque de foi. Mm. Il y a un manque de foi en nous. Quand on a la foi,
ça nous donne le courage de dire, OK, je vais y aller dans l'expérience, je vais y aller le sentir, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette peur-là. J'ai peur de quoi? J'ai peur de l'expérience de l'abandon, j'ai peur de l'expérience du rejet, j'ai peur de ressentir cette culpabilité-là qui va avoir des répercussions X, Y, Z. Hmm. Si tu as besoin d'autres expériences, est-ce que je t'en nomme-tu d'autres ou non? Vas-y. Je t'entends plus, Mario. Excusez, pardon. Comme une montée d'angoisse qui part de l'estomac et qui remonte vers le centre, le corps réagit comme quand il a peur et se prépare à la fuite. Peur de l'inconnu pour soi, donc appréhension de l'expérience nouvelle, angoisse. Donc j'y vais avec mes tripes. Mhm. Ouais. Mhm. Je dirais que moi, c'est une un des états qui est le plus difficile pour moi de rester, d'habiter, d'être présente à, parce que c'est la peur, ultimement, c'est la peur de mourir. Ultimement, c'est la peur de mourir. OK? La peur de cesser d'exister. Mhm. Exister littéralement ou exister pour quelqu'un ou pour une âme. On a besoin de sentir qu'on a justement ce sentiment d'être reconnu, l'appartenance. Et c'est ce qui nous empêche d'aller sentir. Donc, souvent, on va peut-être, si vous sentez de la peur, c'est normal que vous n'allez pas sentir ce qui est en dessous, le rejet, l'abandon, culpabilité, parce que ça fait son travail. Son travail, c'est de vous permettre de ne pas aller sentir ça. C'est un mécanisme de défense. C'est un déni. Une façon de ne pas vouloir aller vivre cette expérience d'abandon, de rejet, de culpabilité. OK? Donc, quand on intègre, ben, même si vous le savez consciemment que c'est probablement du rejet qu'il y a là, peut-être probablement que vous ne goûtez pas là. Alors, intégrer, c'est de être présent à ce qui est maintenant. Et plus vous allez intégrer la peur, la honte, l'orgueil, le déni, vous allez avoir accès en dessous. Hein? La dame qui vivait, elle avait peur de sa colère, par exemple, ben là, elle restait prise dans la tristesse. Ça, c'était plus facile à gérer pour elle. Hein? Parce qu'elle avait peur de vivre quelque chose. Hein? Mais c'est un manque de foi, c'est de ne pas croire qu'on a la capacité, de croire qu'on n'est pas toute seule hein, là-dedans, d'avoir confiance en soi, en l'univers, en Dieu, hein, comme vous voulez, pour nous aider parce que l'inconnu va être là, les angoisses sont là, mais si on a la foi et le courage d'aller s'asseoir au fond, hein, puis de s'accueillir, on va voir que finalement, hein, la résistance fait plus mal que de vivre l'émotion elle-même. Et là, vous avez parlé de honte. Hein? Justement, la culpabilité est souvent associée avec la honte. Mais la culpabilité, la peur d'être rejeté, hein, être rejeté. Voyez-vous, encore, on dit hein, la peur de vivre du rejet, de vivre de l'abandon. De la honte, ça goûte quoi la honte pour vous? Comment vous savez que c'est de la honte? Comment ça se manifeste? C'est quoi cette honte-là? Les réponses s'en viennent. Je vois les claviers qui sont pianotés. On veut disparaître, que c'est écrit. Bouffée de chaleur. Ouais, fait de chaleur. Il y a comme ouais, il y a comme, moi je dis un du, il y a comme un du qui s'installe dans mon corps, lui. Hein, il Envie y a, de ne pas être vu. de se cacher. Hein. Donc, de se cacher. Alors, voyez-vous que quand on est dans la culpabilité, qu'on n'est pas dans la responsabilité, on s'en va dans la honte, puis là, dans la honte, on essaie de se cacher, c'est de fuir. C'est trop menaçant. Hein. Trop menaçant de ressentir notre culpabilité. De dire, ben là, quand je fais ça, là, je ressens là, ma peur de perdre la reconnaissance, voire l'amour ultimement. Hein. Fait qu'on on est dans oh my God. Et là, on est dans le propre jugement de soi. Hein. C'est inacceptable, inconcevable. Mon Dieu, que je suis pas d'allure, je suis donc bien faible, je mérite pas, hein. Mais c'est la peur du regard de l'autre, en fait, hein, auquel on adhère, en fait. Ce regard-là, nous, ce jugement-là, nous aussi, on y adhère, comme étant quelque chose d'inacceptable, inconcevable. Mais surtout, dans la honte, alors si on prend la honte et l'orgueil,
Dans la honte, c'est beaucoup ce sentiment d'infériorité, qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'a pas ce qu'il faut, alors on est dans la comparaison. Les autres, mon Dieu, ne feraient pas ça. Moi, ça n'a aucun bon sens, c'est inacceptable. On n'est pas dans la reconnaissance qu'on est humain, puis que la vie, c'est un laboratoire de recherche et développement, puis qu'on apprend à travers les expériences, hein, puis des résultats que ça donne, puis de OK, maintenant, qu'est-ce que je peux faire consciemment? On n'est pas là-dedans, là. On est dans le mécanisme de l'ego qui. OK? J'aimerais ça t'apporter une question, Sandra. Vas-y. Par rapport à la honte, est-ce que tu considères que la Terre entière commence à avancer? Ici, j'aimerais ça mettre en perspective le fait qu'il y a à peine 15, 20, 30 ans passés, être un homosexuel, se dévoiler, se déclarer homosexuel, le monde pouvait te cracher au visage, t'insulter en pleine rue. Il y avait énormément d'actes violents qui étaient posés. Ça ne veut pas dire que c'est parfait actuellement, mais on sent quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup d'améliorations. Est-ce que tu considères que le monde occidental avance par rapport à ce sentiment-là précis de la honte? En fait, je te dirais qu'il y a 50 ans, là, tu pouvais même aller en prison, puis tu pouvais même avoir la peine de mort. Fait que c'était pas juste une petite affaire, là. Hein. Il y avait vraiment des risques, des menaces de mort, des menaces à notre intégrité, des menaces à notre, une question de survie, là. OK? Je te dirais que récemment, j'ai entendu quelque chose qui disait à l'époque romaine, c'est du pré-romaine, en tout cas, non, dans les Romains. Dans cette époque-là, le mot homosexualité n'existait même pas. Ok? C'était pas un mot qu'on connaissait, mais pourtant, les hommes, on voyait, ils parlaient de Arthur, je pense, c'est-tu Arthur ou non, Alexandre, le roi Alexandre ou quelque chose comme ça. En tout cas, il parlait justement de ses relations avec un autre homme. Puis on disait qu'à l'époque, il n'y avait aucun jugement là-dessus. Il y avait. On le nommait pas parce que ça faisait partie de la vie. C'était même pas nommé comme quelque chose de spécifique parce que ça se faisait, hein, entre les hommes. C'est une façon d'exprimer leur sexualité, point. Il n'y avait pas de connotation, quoi que ce soit. Donc, quand même, hein, on peut voir que fait pas si longtemps que ça. Ça n'a pas toujours existé, cette notion que l'homosexualité a été justement, dans nos croyances, ça a été beaucoup amené avec la religion, hein, catholique entre autres, qui a été beaucoup. Et on voyait ça dans le DSM-5, là, des maladies, des maladies mentales. C'était considéré comme une maladie mentale aussi. OK? Fait que ça dépend des époques. Alors, est-ce que il y a des époques qu'on n'avait aucun problème avec ça? On a créé des problèmes avec les croyances, justement. On a mis des conceptions humaines et c'est ça. Et parce que ces conceptions-là humaines pouvaient vous amener à mourir, voire à être hein, euh, je- repoussé du clan, ne pas être aimé, ben, c'est là où on est tombé hein, beaucoup dans la honte. Hein, la honte. Mais ultimement, la honte, c'est, si on va au fond de la honte, c'est la honte existentielle d'exister d'exister tout simplement, exister, vivre nos expériences pleinement conscients, c'est comme une honte d'exister au fond. Alors, est-ce que on a évolué en termes de honte? Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits de recherche avec, vous connaissez peut-être Brené Brown, c'est une anglophone américaine, mais je pense que beaucoup de ces choses ont été traduites en français, qui, elle, a fait ses recherches sur le terrain sur la honte et la vulnérabilité, entre autres. Parce que c'est ça, hein? En fait, la honte et l'orgueil, les deux, ben même la peur, il y a comme on ne veut pas être vulnérable, parce que c'est être vulnérable c'est être authentique. Parce qu'on a associé aussi dans nos croyances mentales, nos valeurs, une croyance qui dit qu'être vulnérable, c'est d'être faible, quand en fait, c'est une énorme force. Hein? La vulnérabilité, on va revenir parce que c'est beaucoup lié à l'orgueil. Donc, la honte, il y a un sentiment d'infériorité. Nous, on n'est pas comme les autres. Alors, en termes d'homosexuels, ben, on est moindre, on est inférieur parce qu'on nous a étiquetés. On a mis beaucoup d'étiquettes, en fait, par rapport à ça. Je te dirais que oui, il y a une grande évolution depuis qu'on a étiqueté ça comme étant pas correct et tout ça. Mais reste que
on aura beau avoir tout l'environnement qui est très accueillant, qui est dans l'acceptation et le non-jugement, mais si la personne elle-même a ces jugements-là, elle va rester dans la honte. Donc, de là, l'importance, comme on dit, on n'a pas d'impact sur la paix extérieure, mais c'est en ayant un impact sur notre paix intérieure qu'on va irradier et donc avoir l'effet ripple, l'effet ripple pour agir sur la paix extérieure, mais c'est la même chose avec la honte, en fait, aussi. Il y a Ça, beaucoup c'est de... un très bon point. Si je reprends ce qui a été nommé aujourd'hui, il y avait beaucoup de choses que les gens voudraient avoir davantage de maîtrise, ou j'aime beaucoup le mot qui a été utilisé aujourd'hui, contrôle. Oui, mais c'est eux autres qui me jugent, c'est eux autres qui me font sentir comme ci ou comme ça. Donc, c'est ça l'intégration, c'est l'observation où on a un potentiel de maîtrise en soi. Est-ce que tu peux expliquer ça un peu plus? Ben, en fait, c'est que c'est les autres, là, on est en train de juger à l'extérieur, on est en train de blâmer à l'extérieur, que c'est les autres qui sont responsables de me faire sentir qu'ils me jugent. Comme j'ai expliqué tantôt, si vous n'avez pas ce jugement-là par rapport à vous ou par rapport aux autres, vous n'allez pas être impacté. Alors, la vulnérabilité, c'est être touché sans être affecté. Donc, on se laisse toucher parce que les gens disent que les enfants, mais est-ce que je me laisse ébranler? Ce qui fait que je t'ai ébranlé, ce n'est pas ce que la personne pense, c'est ce que moi je pense. Et c'est pour ça que j'ai mentionné tantôt, c'est souvent inconscient. Et l'autre personne qui est en train de vous le mettre en plein visage, c'est peut-être une opportunité. Le cadeau dans ça, c'est de vous permettre de vous refléter que vous avez probablement ce rejet-là, cette croyance-là, mais vous n'en êtes pas nécessairement conscient. Puis nos croyances, elles ont été inculquées très, très jeunes. Jusqu'à l'âge de 7 ans, on est comme une éponge. On absorbe tout ce qu'on a entendu, ce que les gens ont dit, ce qu'ils ont fait, puis on ne se pose pas de questions. Mais éventuellement, à l'adulte, ce serait bon de revisiter nos croyances. La conscience de soi nous permet d'être conscient de Ah, j'ai une perception comme ça. Cette perception-là vient de mes croyances. C'est quoi que je crois? Hein? C'est quoi les assumptions, je m'excuse, j'ai travaillé en anglais hier, donc je suis un peu dans les deux langues. Tu sais, on présume nos croyances, en fait. Qu'est-ce que je me dis? On m'a dit là-dessus? Est-ce que moi, j'y crois? Tu sais, si je vous dis ce que vous buvez là, c'est du café, c'est de l'eau. Ben, même si je dis que c'est du café pendant des siècles, ça ne changera pas l'eau en café. Mais si vous savez que c'est de l'eau, pas parce qu'on vous a dit que c'est de l'eau, parce que si vous le savez parce qu'on vous a dit que c'est de l'eau, ah là, le doute va venir. Ben là, je ne sais pas, c'est-tu vraiment. Peut-être que c'est du café, puis je ne sais pas, puis ils se sont trompés. Hein? Le doute de tantôt, on parlait là. Mais si vous y avez goûté, vous le savez bien que ça ne goûte pas le café. Parce que vous avez déjà goûté au café, vous savez ce que le café goûte. Puis là, vous avez déjà goûté à l'eau, et clairement, vous savez que ce n'est pas du café. Alors la personne, elle aura beau dire ce qu'elle voudra. Ça ne va même pas vous fâcher, même, parce que. Mais là, si vous êtes fâché parce qu'elle ne vous croit pas, ben là, c'est que vous avez peut-être un attachement à ce que vous voulez que les autres adhèrent à ce que vous dites, mais les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent aussi. OK? Alors là, on est peut-être en contrôle de vouloir hein, avoir raison. Mais que l'autre ait raison ou que vous ayez raison, ça ne change pas la nature des choses. Et quand on est impacté, comme Mao a toujours dit, si je vous dis, tu es un, excusez l'expression, mais il avait dit ça, là, carrément, c'est un trou de cul, tu sais. Ben, premièrement, si on veut être Dieu puis on est tout, on est quoi, tout sauf ça? Mais c'est qu'on a une connotation péjorative sur le fait d'être un trou de cul. On peut savoir, on a tous les potentiels à nous. Alors oui, on peut tous être un trou de cul, on peut tous, mais en même temps, est-ce qu'on met notre valeur là-dessus? Est-ce qu'on croit qu'on ne vaut rien parce qu'on a vécu une expérience XY? Hein? On n'est pas nos pensées, on n'est pas nos émotions, on n'est pas nos actions, on n'est pas nos croyances. C'est des croyances, c'est une expérience aussi. Comme on l'expliquait, le ciel, c'est le ciel, ne change pas. On peut mettre des nuages là-dedans, on peut mettre du soleil, on peut mettre dedans de la pluie, on peut mettre du vent. Ça va changer l'expérience, mais ça ne change pas la nature même du ciel. Puis le ciel ne dit pas, hey, non, non, moi, je n'ai pas de vent, là. Oh non, non, oh, oh, pas de soleil aujourd'hui. Non. On est dans cette espèce d'accueil que tout est là, puis qu'on observe, puis c'est ça la compassion, c'est de vouloir vivre pleinement conscient chaque expérience, chaque saveur. Donc, si les gens sont dans cette expérience-là, c'est leur droit,
Mais plus moi j'y crois, même si c'est inconscient, ne serait-ce qu'une parcelle, c'est clair que ça va m'affecter. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, mais moi, je ne suis pas ébranlée. Puis, je peux me dire, ben, écoute, je ne sais pas, moi, j'ai entendu ça, mais peut-être que hein, ça. Tu sais, c'est parce qu'il y a du chocolat amer, il y a du chocolat sucré, il y a du chocolat blanc, il y a du chocolat. OK, attends un peu. Peut-être que, tu sais, je vais élargir ma perspective pour mieux cerner, mais je ne suis pas ébranlée. OK? Je ne suis pas ébranlée, puis je ne me sens pas jugée. Même si quelqu'un vous juge à tour de bras, tu n'as pas d'allure, ça n'a aucun bon sens. Comment tu peux être une mère comme ça? Voyons donc, ça ne se fait pas. Puis si vous, à l'intérieur de vous, vous êtes intègre, vous le savez que votre intention, elle est pure, elle est réelle, elle est bienveillante, euh, vous n'allez pas être affecté. Mais si le moindrement vous avez cette même croyance-là en vous, ça va bien vous ébranler. Est-ce que c'est pour ça que plusieurs personnes disent à quel point l'intégration émotionnelle, c'est vraiment une hygiène spirituelle au quotidien, dans tout ce qui peut nous arriver dans les journées, les jours, les semaines? Clair. Là, on n'aura pas le temps aujourd'hui, mais pour la dernière session, on va voir les attachements. OK? Et tout ça, il y a des attachements. Puis là, particulièrement, on parle des attachements mentaux, en fait. OK? On a des croyances qui sont des attachements mentaux. Et c'est ça qui crée toute notre expérience de l'ego qui nous amène à ressentir ces émotions-là qu'on ne veut pas vivre en essayant de camoufler ça avec de la peur, de la honte et de l'orgueil. Parce que dans la honte, on se sent inférieur. Puis dans l'orgueil, il y a ce sentiment d'arrogance, on met comme un mur de protection, de défense. Moi, je le sens, c'est drôle, l'orgueil, c'était très limité, moi, ce que je pensais qui était de l'orgueil. Mais finalement, je me suis rendu compte que l'orgueil, c'est beaucoup plus large que je pensais. Puis physiquement, pour moi, de l'orgueil, à un moment donné, quand on m'a dit que j'étais dans l'orgueil, j'ai porté attention. Et là, ce que ça goûtait, c'est pareil comme si, pas au niveau physique, mais au niveau vital, au niveau énergétique, pareil comme si j'avais une calotte, mais au niveau énergétique, puis qu'on tirait dessus comme ça. Cette sensation que ça tire, mais je dis au niveau énergétique parce que je le sens comme à l'extérieur. Puis là, je sens clouch, un mur qui s'érige à l'intérieur de moi, qui ferme les portes. Hein? On ne veut pas admettre une faiblesse, en fait, une vulnérabilité qu'on considère comme une faiblesse, comme étant négative. Hein? Et donc, on se sent offensé. Comment ose-t-il me dire ça? Et c'est important d'être conscient que le sentiment d'être offensé, c'est de l'orgueil. Parce qu'autrement, ça va être très difficile d'aller dans le pardon, par exemple. OK? Parce qu'on reste offensé, parce qu'on se sent menacé dans notre image. OK? On veut montrer le meilleur de soi. On veut couvrir qu'on est affecté. On ne veut pas montrer. Hein? Et là, évidemment, on ne veut pas montrer notre faiblesse, donc on va avoir raison. Fait qu'on va aller dans la supériorité. J'ai raison, t'as tort. Euh, on, on- on- Qu'est-ce que je veux? En fait, c'est qu'est-ce que je ne veux pas voir? Qu'est-ce que je ne veux pas reconnaître? L'humilité, c'est l'antidote parce qu'on aura de la honte et de l'orgueil, ça va venir. Hein? L'antidote pour quand on est dans l'orgueil et la honte, on va dans l'humilité. Vouloir le désir profond de voir vraiment ma vérité, ma réalité, ce qui se passe en moi, c'est quoi mon expérience. Je veux, c'est admettre, j'ai perdu ma paix. C'est moi qui ai perdu ma paix. C'est quoi ma croyance là-dedans? À quoi moi, c'est quoi que ça vient ébranlé dans mon image, dans ma valeur. Et là, on peut devenir un sentiment de supériorité qui est souvent, hein, dans l'arrogance, la supériorité, c'est souvent un mécanisme, donc l'orgueil est un mécanisme pour contrer le sentiment de honte, d'infériorité. Donc, on s'en va dans moi, je sais, j'ai raison, l'autre n'a pas le droit, l'autre ne mérite pas. On est vraiment dans le sentiment de supériorité. Et là, on se promène entre, il y a des jours que je me sens inférieure, donc je suis dans la honte, puis il y a des jours que je me sens supérieure, donc je suis dans l'orgueil, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui est plus ou moins que moi, parce que je considère que c'est être plus ou moins quand en fait c'est juste différent. Hein? Et là, on reste pris dans ce tourbillon-là et on ne veut pas, hein, on se sent offensé et ça fait sortir de la colère. Et là, on n'est pas en train d'aller ressentir
la culpabilité, le rejet et l'abandon. Et où, hein, parce qu'il peut y avoir les trois là-dedans. Comment est-ce que vous le ressentez, la supériorité, l'orgueil? Pour vous, ça goûte quoi pour vous, l'orgueil? Je ne vous l'ai pas demandé, mais je suis curieuse. Il y a peut-être d'autres saveurs que la mienne, hein? Parce que moi, je le sais. Maintenant, là, quand je ressens ça, là, je fais, hein, je suis dans l'orgueil, moi, là. Je ne m'en rends pas nécessairement compte que je suis dans l'orgueil. Mais je connais la saveur énergétiquement, physiquement, donc je suis capable de faire, je m'arrête, puis je dis, bon, hein? Ce désir de ne pas être vulnérable, On a de une ne pas monter. question. Allez-y. L'orgueil, c'est donc un peu l'opposé de la honte avec le même but final de ne pas vouloir aller ressentir. La peur aussi, c'est un mécanisme pour ne pas sentir. La peur, c'est un mécanisme pour ne pas sentir. On a peur littéralement de mourir. Ultimement, la peur, biologiquement, ça nous permettait de survivre parce qu'on était en danger. Et on l'a vu dans les trois émotions, il y a un sentiment de se sentir une perception d'être en danger. En danger de mort, moins physiquement, mais être séparé d'un groupe, ne plus faire partie d'un clan, ne pas être aimé, c'est la mort. Donc, ultimement, il y a un sentiment de menace. Donc, dans les trois cas, c'est pour ne pas sentir, J'aime effectivement. beaucoup, beaucoup ton point en disant ne pas être aimé, c'est la mort. Je trouve ça intéressant parce que c'est une des raisons pour lesquelles on se reproduit en tant qu'humain. Parce que quand on voit les personnes âgées vulnérables, qui sont seules, sont très vulnérables. Quand on dit que les éléphants, on les abandonne parce qu'ils sont rendus trop âgés, c'est extrêmement intéressant, là. Ça va loin, 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 loin. Il y a quelqu'un qui a rajouté, on serait dit, on se trouve des excuses, on se ferme. Eh oui, oui. Il y a quelqu'un qui rajoute la peur du ridicule, tomber, gêner le groupe de se faire remarquer. Donc, gêner, c'est de la honte. Hein. La gêne, là, quand on dit oh, je me sens gênée, c'est partie de la saveur de la honte, ça. Il y en Hein. a qui disent aussi on enfile un grand costume ou encore un masque. Orgueil. Chou. Hein. On va montrer que tout va bien. Pas affecté, moi, les clowns, les gens qui font le clown, tu sais. Souvent, c'est façon de ne pas montrer hein, la faiblesse. On considère que c'est et même faiblesse. Une faiblesse, c'est quelque chose que j'ai pas, c'est pas une force, mais est-ce que ça veut dire que c'est pas correct? C'est juste l'opposé à l'opposé du spectrum d'une expérience complète, parce qu'on vit dans un monde de polarité, qui nous permet d'ailleurs de goûter, hein, de goûter à toute l'expérience. Comment on sait que c'est une force? Ben, par opposition à quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est une faiblesse. Mais est-ce qu'une faiblesse, ça veut dire que c'est quelque chose de négatif, de péjoratif? Est-ce qu'on va, est-ce que notre valeur, est-ce qu'on se définit en fonction de ça? Mais on a des croyances. C'est là où les attachements vont jouer un rôle important. C'est ce qui fait que si on ne va pas aller aux racines des attachements, ben oui, j'ai intégré, je me sens mieux, mais oups, ça revient. Soit parce que je n'ai pas fini de vider toute cette charge-là que j'ai accumulée peut-être depuis plusieurs années, mais aussi parce que je la rejoue. Je reproduis cette expérience à travers mes attachements qui m'amènent à avoir des besoins que je veux combler parce que j'ai des attentes, hein, de combler ces besoins-là, que je vais essayer de combler avec des outils, avec des rôles. Puis là, quand je n'ai pas que je veux ou ce que je ressens ou ce que je voudrais, ben là, je vis des émotions. Puis pour les vivre, ben, je tombe dans les dénis. Et là, c'est le tourbillon des masques de la mécanique de l'ego, en fait. On est dans l'ego. On est Il dans y a l'ego. quelqu'un qui a aussi réagi. On est porté à s'habiller dans sa propre dignité, puis on est porté à vivre. Aussitôt qu'on ne veut pas faire face à soi, on est porté à accuser, on pousse contre, etc. Oui, oui, on se protège. Hein? Puis c'est très important entre l'orgueil et la fierté. Si vous avez de la misère à goûter vraiment l'orgueil, parce que souvent on dit qu'on a parlé d'humilité, mais tu sais, l'humilité, souvent c'est de la fausse humilité. Oh non, moi je suis pas. Non, non, tu sais, dès que je donne une de mes forces, c'est que je pense que je suis supérieure. Non. OK? C'est pas. Non, c'est de la fierté. OK? L'humilité, c'est de reconnaître les choses telles qu'elles sont, de voir la vérité telle qu'elle est, incluant moi, et donc de reconnaître ce que je suis. Mais si je tombe dans... Alors, c'est pas juste de voir mes faiblesses, c'est de voir que j'ai aussi des forces. Dire que j'ai des forces,
voyez-vous, tantôt, je disais, on peut faire la même action, mais c'est pas, l'état d'être n'est pas le même. Donc, la différence entre l'orgueil et la fierté, c'est, je peux te dire, moi, je suis très, très fière de moi. Tu sais, j'ai réussi à faire telle chose, j'ai accompli telle affaire. Bon, je peux te dire la même chose, mais ça se peut que dans ton état d'être, même si tu dis que tu es fier, que ce soit de l'orgueil. La distinction, c'est que dans l'orgueil, je veux montrer que j'ai une force, mais dans le but d'obtenir la reconnaissance, la valorisation de l'extérieur. Je veux que tu me dises que je suis bon. Je veux que tu me dises que je suis meilleur. Mais quand c'est de la fierté, c'est je le reconnais tout simplement pour me reconnaître. Parce que cette valeur-là, cette valorisation, cette reconnaissance-là qu'on cherche à l'extérieur, dans la fierté, ça nous permet d'avoir une bonne estime de nous-mêmes, de reconnaître la vérité, donc d'être capable de reconnaître qu'on a des forces aussi. Et c'est pas de la fausse humilité. Tu sais, c'est de dire, oh non, moi, j'ai pas de force. Non, 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 écoute, l'humilité, c'est t'en as des forces, reconnais-les. Ça, c'est de la fausse humilité que de dire, oh non, non, moi, je suis pas très bonne. Tu sais, ben, t'as quand même, ah, je connais rien. Comment ça, tu connais rien? Tu connais ce que tu connais. Donc, tu connais. Tu sais, tu connais pas tout. Hein? Mais voyez-vous, alors, la fierté, c'est de pouvoir reconnaître et de l'exposer parce que souvent, c'est très subtil. Quand je fais faire cet exercice-là dans des équipes, par exemple, de travail, où les gens expriment leurs forces. Je leur dis, OK, chacun va nommer une de leurs forces. Et puis après, là, les gens disent, ben, c'est difficile à trouver. Hein? Ils n'en voient pas parce qu'ils ne sont pas habitués de ce qu'ils ne veulent pas être dans l'orgueil. Hein? Mais en même temps, ils veulent être humbles. Oui, mais l'humilité, c'est aussi reconnaître. Ou encore, ils me disent, ouf, c'est dur, difficile de reconnaître ça. J'ai comme une gêne, donc une honte. Voyez-vous comment les deux peuvent se... Parce que j'ai honte, mais de honte de quoi? Et j'ai découvert un jour que pour sortir de la dualité de supérieur-inférieur, honte, orgueil, en fait, il y a toujours ce sentiment-là de dire, ouais, mais si je dis ça, je ne veux pas que l'autre se sente inférieur. Si moi, je donne une force que j'ai, je ne veux pas que l'autre se sente inférieur. Puis quand les autres ont une force, je ne veux pas reconnaître leur force parce que moi, je ne veux pas me sentir inférieur. Mais ça n'a rien à voir. Toi, tu vas avoir une force que moi, j'ai pas, puis moi, j'ai une autre force que toi, tu n'as pas. C'est pas linéaire. C'est pas, ah, tu as ça, fait que tu es meilleur que moi, ou tu as ça, fait que tu es plus que moi. Non, c'est comme tout est là. On a des. Moi, j'ai ça, 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 toi, tu as ça, ça. Ça- Alors, la comparaison avec soi-même pour dire, waouh, je suis fière de moi parce que avant, je me rendais même pas compte que j'étais en colère. Je blâmais tout le monde, puis là, je criais après tout le monde. Là, maintenant, je suis fière de moi parce que là, tu sais, je suis capable de le voir. Bon, je ne suis peut-être pas rendue à ce que la colère monte plus pour ces mêmes situations-là, mais j'ai fait une évolution. Je reconnais le pas que j'ai fait. Hein. Je reconnais, c'est comme un yes, j'ai réussi. Ben, c'est sûr que je me compare à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui va être plus avancé, moins avancé. C'est normal. Alors, Le, on compare le, avec nous-mêmes. le fameux principe de hiérarchisation que le monde a tellement besoin, c'est hallucinant, là. Il faut absolument Ça, que c'est le quelqu'un soit capable de placer la personne dans un encadrement, une hiérarchie. C'est extrêmement vital pour les gens. c'est le clan dont tu parlais, Mario. Je Et pense c'est que pour ça oui. que c'est vital. Parce qu'on a besoin d'avoir notre place et c'est ça qui nous maintient en orgueil. Pour maintenir notre rang dans le clan, dans la société, c'est plus comme c'était, mais écoutez, là, on a des années d'ancrer de cette façon-là en nous. C'est très récent là, qu'on sort de cette notion de clan puis qu'on va mourir si on n'est pas dans le clan. Tout ça, c'est très récent, là. Alors oui, c'est exactement ça. L'orgueil, c'est pour maintenir notre rang. Parce que si on n'est pas à la hauteur d'eux, si on n'est pas supérieur, si on n'est pas dans le top, si on ne fait pas partie de l'élite, où on risque justement d'avoir moins de nourriture, de bénéfices, c'est clair. Mais ça reste que la conscience va nous aider à voir, bon, OK, on n'est plus dans cette réalité-là, mais on peut comprendre qu'est-ce qui fait que ça monte en nous. Et là, on peut faire un choix conscient, hein, de recadrer tout ça. Et l'orgueil, c'est d'être capable d'aller dans la fierté, de dire, ben, j'ai des forces. Mais si je le dis, est-ce que c'est dans le but juste de me reconnaître? Parce que moi, j'ai besoin de me reconnaître.
ou est-ce que j'ai besoin que les autres me reconnaissent? Ah oui, c'est vrai, tu as raison, parce que si l'autre a dit rien ou a dit, ben, moi, je sais pas, là, je suis pas sûre que tu es si patiente que ça, ben, je peux comprendre que les fois où tu m'as vu, j'étais impatiente, c'est vrai. Et je reconnais que, hein, humblement, je reconnais que j'ai pas une maîtrise parfaite de la patience et qu'effectivement, il y a des fois où je ne le suis pas et c'est probablement je reconnais que probablement que les fois que tu m'as vu, c'était de l'impatience. Mais moi, je sais qu'il y a des moments où je suis très patiente. Puis est-ce que je vais juste me reconnaître quand je suis dans la patience à 100%? Ben non. La vie, on est toujours en expansion de tout. Alors, hein, c'est reconnaître ce qui est. Donc, je ne cherche pas à être meilleur que toi, je ne cherche pas à être au-delà des autres. Je ne m'abaisse pas parce que moi, je n'ai pas cette force-là que tu as ou que non. On reconnaît les choses telles qu'elles sont, en toute humilité. Hein? C'est ça l'idée, là, en toute humilité. Un immense. Est-ce que ça complète ta cachetaille pour aujourd'hui? Euh, oui, si vous voulez, j'aurais aimé peut-être faire une intégration, guider une intégration, mais là, je vois qu'on a quand même, ça fait 1h33 Oui. qu'on fait. Et les attachements, malheureusement, on n'aura pas le temps de les adresser, mais ce n'est que partie remise. Semaine prochaine, on va consacrer la session aux attachements et on pourra à ce moment-là faire, si vous voulez, euh, je vous invite pour ceux qui vont revenir, vous joindre à la session d'enregistrement, peut-être penser à une des émotions ou un des dénis qui est difficile pour vous d'intégrer, de le ressentir pleinement conscient. Vous pourrez nous partager ça en début de session prochaine et puis je pourrai choisir ce qui semble être le plus utile en termes de faire une guidance comme on a fait la dernière fois, mais par rapport à soit une émotion ou un déni. Ou Et on va aller. même, Oui, allez-y. j'irais même jusqu'à inviter les gens en cours de semaine. Je sais qu'il se passe plein d'événements au cours d'une semaine. Gênez-vous pas de déposer les questions, les commentaires, les défis que vous vivez au courant de la semaine dans le groupe 1008. Akashataï est rendue temporairement à l'intérieur du groupe, fait qu'elle va voir les choses. Elle pourra travailler sur sélectionner ce qui va être le plus utile pour elle pour la fin de semaine prochaine. Je me demande, Mario, si on veut vraiment mettre ça, parce que c'est pas tout le monde du 1008 qui est là. Et je ne sais pas si vous vous sentez vraiment à l'aise d'écrire ces choses-là dans un groupe avec des gens qui ne viennent pas nécessairement participer Si les gens à sont d'accord, à ce moment-là, pourrez me l'envoyer, puis je ferai le relais à Cachataire ou l'envoyer directement à elle, peu importe, là, si ça peut Exact. aider. Juste, en tout cas, si vous voulez le mettre dans le milieu, il n'y a pas de problème, mais tu sais, je peux comprendre que peut-être que vous êtes moins à l'aise de mettre ça là parce que ce n'est pas nécessairement tout le monde qui vient là, dans ce cours-là. Alors, nous l'envoyer en privé si vous voulez, il n'y a pas de souci là, avec WhatsApp aussi. On aurait pu créer un groupe, mais là, ça va être terminé, donc c'est peut-être moins nécessaire. Là. OK? Puis, Mais je veux vraiment que vous me donniez qu'est-ce qui est le plus grand défi dans les émotions en général, évidemment, parce que ça dépend des situations, puis dans les dénis, de façon à ce que je puisse vous guider dans une intégration quelconque et de vraiment faire le tour des attachements. Et ça va clore l'initiation, si vous voulez, de base, peut-être un peu plus de base à l'intégration émotionnelle. un immense merci. Les vidéos devraient être déposées sous peu. Si ce n'est pas déjà fait, ça devrait arriver au courant de la semaine ou plus tard. Je veux vous remercier tout le monde de votre super implication. Aujourd'hui, j'étais impressionné. Le chat, ça débordait de la participation à toutes les questions. J'ai vraiment apprécié. Un immense merci à Kachataï de ta présence et de ta conscience. C'est extraordinairement apprécié de ton support et de ta présence. Est-ce qu'il y Merci avait à autre vous. chose que tu veux rajouter? En fait, merci de vous permettre d'être vulnérable dans cet espace sécuritaire que j'espérais effectivement que ce soit un espace sécuritaire qu'on puisse créer pour nous soutenir tout ensemble. Donc, un grand merci pour vos partages extrêmement appréciés, bénéfiques. Ce que vous avez apporté peut résonner. Quelqu'un qui va écouter la vidéo plus tard, c'est peut-être plus ce que vous avez amené comme exemple ou ressenti qui va résonner avec eux que ce que moi j'ai donné. Donc, merci pour votre apport. C'est très apprécié. Un immense merci.
Mm. Merci à tous de votre présence et de votre conscience. Puis comme Sandra l'a dit, on continue pour la quatrième partie avec les attachements la semaine prochaine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait autre chose à Cachataille avant de fermer la vidéo? Je vais clore la session d'enregistrement. Merci.